Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Aujourd'hui, on va parler hypnose, on va parler confiance en soi, estime de soi, on va aussi parler de rupture. J'ai le plaisir immense d'interviewer Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour à toi et bonjour à vous. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, c'est jamais l'exercice le plus facile ça, mais écoute, moi je m'intéresse principalement à l'hypnose, je pratique l'hypnose, je l'enseigne, j'ai le plaisir de diriger une école d'hypnose qui s'appelle l'Arche, Mhm. et j'ai écrit quelques ouvrages, notamment sur l'auto-hypnose aussi, et on en parlera sans doute après, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est à la fois de comprendre comment l'humain fonctionne, et d'aider les gens qui sont dans des difficultés, dans des problématiques, ou dans un désir d'optimisation, de transformation, parce que l'hypnose est tout simplement un superbe outil pour accompagner le changement. D'accord. L'hypnose souffre souvent d'une méconnaissance, on va dire, Oui. de la pratique. C'est-à-dire qu'on pense souvent, quand je dis à quelqu'un, tiens, je parle un petit peu d'hypnose, on me dit, ah oui, non, moi j'aime pas ça. On pense à l'hypnose de spectacle. Est-ce que Mhm. tu peux nous expliquer ce qu'est ou ce que n'est pas l'hypnose? Alors ça, c'est très vaste. L'hypnose, en fait, c'est une matière qui s'intéresse à notre subjectivité, c'est-à-dire comment on organise notre vision du monde et de nous-mêmes. Trop souvent, on croit qu'on est objectif, c'est-à-dire qu'on voit le monde tel qu'il est, mais entre le monde et nous, il y a notre cerveau. Et notre cerveau, en fait, il remanie l'information. Ce qui fait que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est plutôt mon cerveau qui me le donne, plus que mes sens, en fait. Et du coup, pour interférer avec ça, on a assez peu d'outils. Tu vois, un enfant peut grandir et devenir un adulte sans avoir aucune vision de sa subjectivité. Il va croire être objectif. Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va savoir faire bouger cette subjectivité-là. Donc, qui va pouvoir, avec ça, influencer les ressentis, les perceptions, les routines inconscientes, c'est-à-dire quelque chose qui constitue une grande partie de notre vie. Tout ce qui est inconscient, par exemple, à l'intérieur de nous, c'est géré un peu automatiquement. Mhm. Et avec l'hypnose, on va pouvoir influencer tous ces fonctionnements. D'accord. Et généralement, quelqu'un qui va voir alors, un hypnothérapeute, on retrouve quoi comme type de demande principalement? Alors Est-ce qu'il y a c'est des... très large. On va dire que au début, l'hypnose était vraiment vue comme une technique qui permettait simplement de suggérer un changement. Puis après, on s'est Mhm. aperçu que c'était plus complexe que ça et que suggérer un changement n'était même pas forcément très efficace. Du coup, l'hypnose est devenue progressivement, au fur et à mesure qu'on a compris comment ça fonctionnait, plutôt une technique qui permet d'explorer un petit peu notre fonctionnement intérieur. D'accord. Et quand on apprend à mieux se connaître, en fait, eh bien, on peut changer des comportements, travailler sur des émotions. Ce qui veut dire que quand des gens sont en difficulté, par exemple quelqu'un qui vient de vivre un moment difficile dans sa vie, quelquefois consciemment il est un peu perdu avec ça. Il ne sait pas très bien comment passer à autre chose, ça résiste un peu à l'intérieur. Et l'hypnose va pouvoir l'aider à la fois à comprendre ce qui se passe et à changer. Donc je disais travail émotionnel, travail comportemental, travail d'optimisation aussi. Mhm. L'hypnose, par exemple, commence à être très utilisée avec les sportifs de haut niveau pour améliorer la récupération, pour travailler sur l'optimisation de l'apprentissage. Il y a la pédagogie aussi par rapport à ça. On travaille de plus en plus avec notamment des enfants qui, soit parce qu'ils sont en difficulté, soit parce qu'ils ont envie d'améliorer leurs compétences. Il y a tout le travail du relationnel aussi. Il y a beaucoup aujourd'hui de praticiens en hypnose qui travaillent avec les couples et les familles notamment. D'accord. Il y a la question de la négociation qui est assez proche de ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler sur la manière de mieux créer de la communication entre plusieurs êtres humains. Donc voilà, le champ est très large. Sans oublier le champ de la recherche aussi, parce que l'hypnose aujourd'hui, c'est un domaine qui est très étudié du côté scientifique, que ce soit en psycho, que ce soit en neuro. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Donc voilà, le champ d'application qui est quand même très large. Très large. Bon, moi, dans mon domaine, les relations amoureuses, Oui. j'ai souvent des personnes qui viennent me voir pour des ruptures. Mhm. Ruptures, donc souvent derrière les ruptures, il y a la gestion des émotions, il y a des soucis souvent de confiance en soi, d'estime de soi, des blessures d'abandon, de rejet. Est-ce que ça se traite bien avec l'hypnose? Est-ce qu'il y a des thématiques, est-ce qu'on peut bien aider quelqu'un Alors qui là, sort d'une rupture par exemple? ouais, là, toutes les thématiques dont tu viens de me parler, ce sont des choses qui sont très quotidiennes pour les gens qui pratiquent l'hypnose du côté plus thérapie, accompagnement. Mhm. En fait, déjà très souvent dans un cabinet d'hypnose, une personne va venir avec une demande. Sa demande, elle part d'un constat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on va aider la personne à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la demande. Parce qu'en fait, et tu viens de le dire, en fait, hein, une rupture, chacun la vit un peu différemment. Si j'ai une blessure derrière, ça va la réactiver. Si j'ai déjà une blessure d'abandon, par exemple, bah, il y a fort à parier, si je n'ai jamais vraiment travaillé ce truc-là, que ça soit à vif après une rupture. Si c'est un problème de confiance et que ça ramène ce problème de confiance, bah, pareil, je vais me retrouver avec quelque chose qui va me déborder émotionnellement. Donc souvent déjà, on va
essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne vit mal ce qu'elle est en train de vivre. D'accord. Parce que parfois, et ça nous arrive à tous, une rupture, ça peut très bien se passer, parfois ça peut moins bien se passer. Ça dépend de la nature de la relation, ça dépend de là où c'est venu nous chercher, personnellement. Donc déjà, on va essayer d'identifier l'endroit où c'est venu travailler. Et puis après, ce qu'on va faire en hypnose, c'est tenter de construire un levier de changement. Et pour ça, il va falloir aller voir déjà un peu comment ça se passe chez la personne, pour l'aider à travailler sur, on va dire, les fondements, les fondations de son fonctionnement. Donc souvent, on va travailler à un niveau identitaire, Ok. la perception que la personne a d'elle-même, en fait, et là où elle sent qu'il y a des endroits qui sont des zones de fragilité. Donc là, ça va assainir un peu le terrain. Puis une fois qu'il y a ça, ben, ça va dépendre un petit peu des cas, mais pour donner les cas les plus courants, il va y avoir peut-être un travail à faire sur le deuil, s'autoriser à passer à autre chose, c'est-à-dire prendre ce qu'il y a à prendre de l'expérience passée et puis envisager qu'il y a une résilience possible, en fait, on va se préparer pour l'avenir. Et puis ensuite, il y a la question, qu'est-ce qui fait que la relation n'a pas fonctionné et comment je me prépare à ne pas répéter un cycle, parce que ça, c'est un truc assez courant aussi dans les relations. Mm. Les gens vont être choqués par quelque chose, et le problème, c'est que ça crée une sorte d'histoire inachevée à l'intérieur. Du coup, et ça c'est hyper courant, je pense que tu le rencontres souvent, les gens vont dire, mais je rencontre toujours le même type de personnes. Ouais, exactement. Et Schéma ça se rejoue. répétitif. Voilà, donc pour anticiper ça et pour travailler ça, on va aider les gens à essayer de trouver qu'est-ce qui manque à l'intérieur pour que l'histoire elle se termine et qu'ils puissent passer sur une autre façon de fonctionner. Alors ça ne veut pas dire que la fois d'après ça sera parfait, mais au moins ça ne se répétera pas, on passe à un autre niveau quelque part. D'accord. Est-ce que, moi je me posais la question du nombre de séances. Alors, je Mhm. sais que ça doit être forcément variable selon les besoins, et puis un besoin peut en amener un autre. En général, quand, par exemple, sur l'estime de soi ou sur une rupture, je sais pas, combien de séances on peut prévoir en fait? Alors c'est très difficile de répondre à cette question. L'hypnose, ça reste une approche brève. On n'est pas Mhm. sur une psychanalyse qui va durer 10 ans. Mais déjà, il y a une première question, c'est combien il y a de choses à travailler? Et est-ce qu'elles sont liées ou est-ce qu'elles ne sont pas liées? D'accord. Estime de soi, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ça, c'est le problème, c'est que souvent, on se dit, tiens, je vais travailler ça, mais ça va être tout le travail de la relation d'accompagnement, d'essayer de définir sur quoi on va vraiment travailler. Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, parce que ça, c'est des demandes hyper courantes, confiance, estime de soi, 3 fois sur 4, on n'a pas besoin de travailler là-dessus, ça, c'est ce que la personne croit, mais quand on discute un peu, on s'aperçoit que c'est à un autre niveau que ça se joue. Imaginons, tu vois, il y a des gens, par exemple, qui ont un fonctionnement où ils se sabotent. C'est pas une question d'estime de soi, il y a une raison pour laquelle ils Oui, se oui. sabotent, on va travailler ça. Il y a des gens qui ont peur de ne pas être aimés. Bon, bah là, pareil, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, et puis de travailler ce qui se passe. Donc, en fait, là où c'est délicat, c'est que la demande ne nous indique pas vraiment le travail qu'il y a à faire. D'accord. Il va falloir le décoder. Puis parfois, il y a plusieurs choses aussi. Tu vois, par exemple, si on travaille avec quelqu'un qui est timide, par exemple, qui a peur de ne pas rencontrer quelqu'un, bah, ce n'est pas le même travail que si on travaille sur quelqu'un qui a mis tellement d'espoir chez une personne qu'il ne peut pas imaginer quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment en discutant qu'on va savoir ça. Une fois qu'on a cerné un objectif, eh bien c'est de l'ordre de quelques séances. Et si on n'a qu'un, bah, du coup, quelques séances suffiront. S'il y a 10 objectifs différents, c'est peut-être beaucoup, hein, mais c'est extrême, eh bien il faudra quelques séances par objectif. D'accord. Puis peut-être que les choses sont liées, et si les choses sont liées, quand il y en a une qui bouge, ça va aussi bouger. Mais ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas testé, parce que là, en fait, on est unique. Et tu vois, par exemple, moi j'ai tendance à me méfier de gens qui sont dans la recette, c'est-à-dire qu'ils vont te dire, pour tel problème, on va faire 3 séances parce qu'on va faire ça, ça, ça. Bah, à mon avis, il faut partir en courant quand quelqu'un dit ça, parce qu'il n'y a pas de recette universelle. Et un bon praticien, il va prendre le temps de te connaître, il va prendre le temps de faire du sur-mesure, de savoir comment tu fonctionnes, et de t'amener là où tu as vraiment besoin d'aller. Et en fait, en soi, le changement, ça va vite, mais il faut être sûr d'être au bon endroit. Et le temps, quand je dis quelques séances, c'est parce que parfois, pour arriver juste au bon endroit où il faut vraiment travailler, bah, parfois, il faut un certain temps pour s'approcher de cet endroit, pour vaincre les résistances qui empêchent d'y aller. Euh, Quelque part, souvent, quand un praticien nous emmène là où on a peur d'aller, c'est qu'il nous amène dans la bonne direction, quelque part. Mais c'est presque je dirais pas une lutte, c'est un peu fort, mais imaginons, tu as quelqu'un qui a une zone d'ombre quelque part, tu es en train de l'amener là, il va résister. Donc il va falloir bien travailler la confiance, il va falloir l'apaiser pour qu'il y aille. Et puis à un moment donné, il va se sentir prêt à y aller, et là, en général, ça va très vite. Donc là, quand tu dis qu'il y a des résistances, moi j'ai eu des échos de ça justement avec des personnes que je suivais, que j'avais envoyées vers des hypnothérapeutes. Ouais, Il y a une personne qui m'avait dit j'ai sué, j'ai l'impression d'avoir sué 2 litres d'eau, j'ai cru que j'allais vomir, bon, mais ça m'a fait énormément de bien. oui, ça Donc peut ça veut dire arriver. que le corps résiste quelque part, il y a une résistance, on sent que la personne ne veut pas y aller. Ouais, c'est pas que le corps en fait. Alors c'est vrai que parfois il y a des symptômes physiques de la résistance. Mais en fait, c'est des mécanismes de défense et qui sont sains, hein. C'est normal d'avoir une résistance. Ça, c'est important de le dire parce que parfois, les gens se disent non, mais je sens que ça résiste.
en fait, ça serait étrange qu'il n'y ait pas de résistance. S'il n'y a pas de résistance, les gens auraient déjà changé, quelque part. Mais notre psychisme, il s'est créé souvent par rapport aux événements qui nous sont arrivés. Et quand il nous arrive un événement qui est un peu complexe, ben, on développe une réponse à cet événement-là. Et ensuite, c'est ancré, parce que notre cerveau crée assez facilement des routines. Et imagine, si on prend un cas un peu précis comme ça, imagine, je ne sais pas moi, un enfant à un moment donné qui souffre de rejet, par exemple, par rapport à ses parents. Je prends vraiment un truc très basique. Hein. Et bien souvent, il a développé des stratégies pour attirer l'attention, par exemple. Et le truc, c'est que 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, c'est devenu un adulte, et parfois il a encore ces stratégies-là. Et peut-être qu'en fait, dans ses relations, il lui pourrissent ces relations, ces stratégies-là. Mais il ne peut pas les abandonner, parce qu'il y a un truc à l'intérieur qui pense que c'est important de faire ça, et qu'il y a un danger à ne pas le faire. Donc tu vois, on va avoir l'impression souvent que les gens sont divisés en deux. Je veux changer, mais j'ai peur de changer. Je veux avoir un nouveau comportement, mais il y a un truc en moi qui freine des cas de fer. Et nous, ce qu'on va faire souvent en hypnose, c'est qu'il y a la partie, on va dire, plus consciente qui veut changer, puis la partie plus inconsciente qui retient. On va essayer de les faire négocier, ces parties-là. La partie qui retient, c'est pas qu'elle est négative, en fait. Hein, elle est positive, mais elle agit sur une vieille habitude. Donc on va l'aider à remettre en mouvement les choses. Et c'est sûr que quelqu'un qui vit ça, c'est pas hyper confortable. Parfois, il y a des émotions, parfois, il y a des larmes, parfois, il y a des gens qui sont dans la colère, dans la frustration. Et c'est un passage, et ça va durer peut-être 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas un passage qui est très simple, ça secoue un peu quelquefois, mais derrière, il y a un soulagement, il y a une libération, et les gens se reconnectent à ce qu'ils sont. Je ne sais pas si tu connais cette notion-là, hein. On parle quelquefois du faux soi, c'est-à-dire de l'image de moi que j'ai créée, à laquelle je crois. Personnalité, en fait. C'est ça, oui. Ce terme-là, ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec une sorte d'identité intermédiaire, qui est l'identité qu'ils se sont créée, l'identité qu'ils montrent aux autres, mais à un bout d'un moment, elle n'est plus adaptée. Du coup, on va les aider à mettre ça de côté, puis à se retrouver vraiment. Et c'est vrai que c'est quand même super important d'avoir l'occasion de faire ça, je pense. D'accord. Et les relations ont tendance à en plus faire émerger ce genre de choses, parce que dès qu'on est dans l'interpersonnel, on ne choisit pas nos relations par hasard. Souvent, quelqu'un qui nous connaît, il peut aussi toucher même inconsciemment, là où ça fait un peu mal, où on a une fragilité. Donc c'est sûr que ça ressort beaucoup dans le relationnel, ça. D'accord. Et justement, tout à l'heure, tu parlais un petit peu de l'hypnothérapeute. Comment choisir son hypnothérapeute? Il y a une relation de confiance qui va se créer. C'est important aussi, un thérapeute, même dans d'autres thérapies, hein, Oui. de contact avec la personne. Comment on choisit son hypnothérapeute? Est-ce qu'on prend celui qui est dans le coin? Est-ce qu'on prend quelqu'un qui est spécialisé dans ce que l'on recherche, en sachant que notre demande n'est pas forcément... on ne va pas forcément travailler sur exactement notre demande, puisqu'on découvre les choses au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu as des conseils pour quelqu'un qui cherche un hypnothérapeute pour une problématique? Alors déjà, juste un truc, moi c'est vrai que j'emploie peu le mot hypnothérapeute. C'est déjà parce qu'en France, on commence à avoir une sorte de... voilà, en gros, on présuppose que le mot thérapie est associé à quelque chose de plus médical, alors que là, on voit bien qu'on est plutôt sur des choses qui ne sont pas de l'ordre médical, pour le coup. C'est vrai que moi, j'ai tendance à plus parler de praticien en hypnose, je trouve que c'est plus neutre par rapport à ça. Après, il y a deux paramètres. Il faut que la personne soit compétente, et puis il faut que la relation soit bonne. Parce que tu peux tomber sur le meilleur praticien du monde, si tu ne te sens pas bien avec, si tu ne ressens pas une relation de confiance, si tu ne te sens pas écouté, si tu ne sens pas une certaine complicité, et c'est important, ça ne va pas matcher en fait quelque part. Ça, je pense qu'on s'en rend compte, et le premier réflexe, c'est d'appeler la personne et de dire on va se passer 10 minutes au téléphone ensemble. Et à la limite, je dirais qu'un praticien qui ne prend pas le temps de prendre juste quelques minutes au téléphone avec nous avant de nous recevoir, moi, je n'irai pas, par exemple. Parce que je considère que ça fait partie du début de la relation. Et souvent, quand les gens appellent comme ça, ils vont poser quelques questions. Mais en fait, c'est pas le... Souvent, même les questions qui sont posées sont des questions assez basiques, assez banales. Les gens ont déjà parfois la réponse, mais on sent intuitivement qu'on a besoin de savoir si l'autre, à l'autre bout du fil, il nous entend, en fait. Ouais. Et si on se sent bien, si après ces quelques minutes on se sent bien, alors on peut y aller. Après, c'est bien de vérifier que les gens sont vraiment formés, parce que on est dans un métier non réglementé, donc il y a de plus en plus de gens très compétents, mais on tombe aussi sur des gens qui s'improvisent un peu, ou qui ont fait 5 jours de formation, ou des formations en ligne. Ça, c'est vraiment un poison aujourd'hui pour la pratique de l'hypnose. Donc bien s'assurer, il y a quelques bonnes écoles d'hypnose, bien s'assurer que les gens ont un minimum de cursus, et puis qu'ils ne sont pas dans une vision... En fait, un bon hypno, il ne va jamais t'imposer sa vision. Il va partir de toi, et puis il va tenter de te faire découvrir ce qu'il faut. S'il commence à te dire « faites ça, ça va changer », à donner des conseils qui sont peut-être sa vision du monde, à avoir des théories toutes faites, il faut partir en courant aussi.
L'hypnose, c'est étrangement une technique où un hypno, il va bien maîtriser la communication, mais il veut au minimum interférer avec la personne qui l'accompagne. C'est un guide, mais ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre en position de te donner des leçons quelque part. Donc ça, c'est quand même un indice important aussi. Ok. Et justement, comment ça se passe en général une séance d'hypnose? Il y a un Ouais. dialogue, il y a des choses, comment... Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, en fait, c'est toujours un peu différent, hein, mais on va dire qu'il y a 3 grandes étapes. Il y a déjà une étape de discussion, Mhm. et surtout à la première séance, elle peut être longue, cette étape-là. Il peut même arriver que toute la première séance soit juste une discussion, si c'est quelqu'un pour qui les choses sont confuses, pour quelqu'un pour qui il y a beaucoup d'émotions. On va déjà prendre le temps de poser les choses. Ensuite, il y a une forme d'entraînement à l'état d'hypnose. Ok. Là, on est très loin du spectacle. Notre but, c'est pas d'hypnotiser la personne le plus vite possible. Notre but, c'est de lui faire sentir ce que ça veut dire de modifier son état de conscience. Donc, par exemple, si on faisait une séance, je te proposais peut-être un petit exercice de 3-4 minutes déjà pour commencer. Ok. On revient, on échange, tu me dis tes impressions, ce que tu as aimé, ce qui te manquait. Moi, je vais apprendre à te connaître aussi pour bien te guider. Puis on va faire ça peut-être 2-3 fois. Et du coup, tu vas commencer à vraiment rentrer dans une expérience un peu plus forte. Mon but, ça va être que tu sois dans un autre état de conscience, mais que tu puisses le vérifier, que tu te sentes bien avec aussi. Donc on va souvent créer 2-3 petits phénomènes hypnotiques qui sont plutôt amusants, plutôt beaux à vivre. C'est très, c'est étonnant un phénomène hypnotique. Donc c'est par exemple un mouvement involontaire, une main qui bouge toute seule ou des choses comme ça. Et moi, ça me permet de vérifier comment tu réagis. Et puis toi, ça te permet de te dire, ok, je sens maintenant un état qui est pas ordinaire. Et pour quelqu'un qui découvre, c'est important parce que on a tellement d'images de l'hypnose. On a peur qu'on prenne le contrôle sur nous, en fait. Ouais, en Pour les plus, il y a personnes qui souvent connaissent cette pas ont peur-là. peur de perdre le contrôle et qu'on va profiter d'eux, ou enfin, ils ne savent pas à quoi s'attendre, justement. Ouais, c'est pour ça qu'on y va progressivement aussi, Mm. parce qu'il y a besoin d'entraîner. Et c'est assez pédagogique normalement l'hypnose. L'idée, c'est que tu puisses presque le refaire par toi-même après, en tout cas l'état, le travail après qui vient, l'étape suivante justement, une fois que la personne est dans l'état d'hypnose, enfin dans un état d'hypnose, parce qu'en fait il y en a pas mal, c'est d'utiliser des stratégies qui vont provoquer du changement. Donc c'est là que c'est important de vérifier que son praticien est formé à, non pas qu'à l'hypnose technique, mais à l'accompagnement par hypnose. D'accord. Parce qu'il y a, en fait, c'est très stratégique, hein, c'est une partie d'échec à partir de là, avec, on parlait tout à l'heure des résistances inconscientes, il y a une organisation psychique particulière, et en tant que praticien, ben, on va tester, voir comment ça réagit, on va aller dans une direction, on va tester. Puis tout d'un coup, on va se dire, tiens, là, il se passe quelque chose d'important. Et souvent, en tant que sujet, et ça on ne le sait pas toujours, mais on participe à l'expérience. On n'est pas juste passif avec quelqu'un qui nous raconte quelque chose. On participe, on co-construit, et c'est ce qui fait que souvent, à la fin, on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé dans une séance d'hypnose, en fait. C'est pas de tout repos, mais on s'est approprié le changement. Et là aussi, même par rapport à ta question précédente, un bon praticien en hypnose, il ne nous donne pas l'impression d'avoir fait un tour de magie, il nous donne la sensation d'avoir vécu quelque chose, traversé quelque chose. Justement, par rapport à ça, je t'en avais parlé un petit peu avant l'interview. Moi, j'ai suivi à 2 reprises une séance avec un hypno, Ouais. alors, pas un hypnothérapeute, un praticien en hypnose, du Mhm. coup. Et effectivement, une des séances, pour moi, ça correspondait à ce que j'attendais de l'hypnose parce que je connaissais un petit peu l'hypnose. Et dans l'autre séance, avec quelqu'un d'autre, la personne m'a simplement raconté, lu des contes, en fait. Alors qu'ils sont censés parler à mon inconscient, etc. Ok, je le conçois. Mais est-ce que c'est vraiment l'hypnose de l'hypnose, du coup? Parce que Ben, ça me paraît pas en tout cas. J'étais pas là à la séance, mais c'est vrai c'est que présenté comme ça, en tout cas, hein. c'est là le problème, c'est que, mais je pense que c'est pareil dans tous les domaines, tu vois, si tu vas avoir 10 médecins généralistes, tu vas tomber quelquefois sur un ou deux où tu vas te dire c'est bizarre comment ils travaillent. Et en hypnose, normalement, quelqu'un n'est pas censé lire quelque chose. Euh, Ni un conte, ni un script, parce que la relation est beaucoup trop importante pour avoir, tu vois, un truc à lire, enfin, ça paraît pas logique. Non pas qu'il n'y ait pas des contes thérapeutiques, on pourrait très bien imaginer des contes et des métaphores thérapeutiques, Mhm. je trouve même que c'est une très belle idée, mais dans une séance, il y a besoin vraiment de créer quelque chose. Je ne vais pas te jouer une partition, je vais essayer d'improviser avec toi en fait dans une séance. Et c'est vrai que quand on fait le lien là, entre ce que tu dis et ce que je disais tout à l'heure sur comment trouver aussi un bon hypno, il faut sentir que la personne, elle maîtrise son art aussi. Ça, je crois qu'on peut le sentir même si on ne connaît pas le truc. C'est-à-dire que la personne, elle nous raconte quelque chose, elle crée avec nous quelque chose, et elle n'a pas besoin de nous forcer, comme on peut voir par exemple en spectacle parfois avec des hypnos qui sont très autoritaires dans leur ton. En hypnose, on n'a pas besoin de ça. Et on a quelqu'un aussi qui va nous poser des questions, qui va s'intéresser à nous, et il va élaborer à partir de nos réponses.
Ça, c'est aussi bon signe quand on a un praticien qui fait ça. D'accord. C'est pour ça que je souhaitais en parler pendant l'interview, parce que justement, je me disais, si d'autres personnes ont connu l'hypnose par le biais de quelqu'un qui pratique de cette manière-là, ils vont penser que l'hypnose c'est ça, Mhm. alors que c'est pas ça. Voilà. C'est Simplement vrai que pour c'est ça dommage. que je souhaitais aborder ce sujet. Du coup, la question que je souhaitais te poser aussi, c'est, donc toi ici, on est dans les locaux de l'Arche, Oui, oui. donc organisme de formation. Quelqu'un qui aimerait se former à l'hypnose, est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a besoin de compétences particulières? Alors en fait, a priori non, parce que l'hypnose, c'est un métier à part entière. Donc quand on forme les gens à l'hypnose, on les forme à un métier de A à Z. La seule limite qu'on va mettre à ça, c'est pour les applications médicales où il faut être du domaine médical. D'accord. Donc, par exemple, pour faire une anesthésie en bloc opératoire, il faut aussi connaître autre chose que l'hypnose. Il faut aussi connaître le monde hospitalier, il faut aussi savoir exactement quels sont les besoins, savoir gérer l'équipe qui est autour, etc. Donc, nous, avant tout, on forme des gens qui vont vraiment apprendre l'hypnose pour pratiquer l'hypnose. Donc, on a évidemment pas mal de gens qui sont déjà dans les domaines de l'accompagnement, qui rajoutent l'hypnose à leurs compétences, des coachs, des sophrologues, des psychologues, enfin des gens qui sont déjà au sens large dans les domaines de l'accompagnement, des éducateurs. Et puis on a aussi beaucoup de gens qui changent de métier et qui vont se dire, voilà, je passe d'une vie à l'autre et je veux apprendre l'hypnose, accompagner des gens dans le changement. Mais dans les deux cas, de toute façon, c'est vraiment un métier à part entière avec des apprentissages sur l'hypnose, de la psychopathologie, des neurosciences, donc aussi des matières fondamentales, beaucoup de pratiques. Et puis on va vraiment tester plein de choses aussi. On va vraiment apprendre dans une formation de A à Z, la manière de faire des suggestions, le langage, comment ça fonctionne dans l'hypnose. On va travailler aussi sur soi, parce que c'est un outil, on va beaucoup travailler sur soi, comment on accompagne quelqu'un, donc toutes les techniques relationnelles qui vont avec, et puis toutes les stratégies qui existent dans les différentes formes d'approche d'accompagnement. Donc l'hypnose, a été vraiment une des premières techniques d'accompagnement. Le mot psychothérapie a été inventé par un hypnotiseur, donc c'est une technique qui est riche d'une grande histoire et qui en même temps a beaucoup évolué dans le temps. Et aujourd'hui, on a une approche qui est à la fois pragmatique, scientifique et en même temps très humaine. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va transmettre quand on accompagne quelqu'un dans une formation comme celle-là. D'accord. Et je vais aussi parler avec toi de l'auto-hypnose, du coup. Oui, Parce que je sais qu'ici, à l'Arche, vous avez un programme en ligne qui s'appelle Psychonautes, où on exactement. peut se former à l'auto-hypnose. Je suis inscrit, mais je n'ai fait que 4 semaines. J'ai besoin de bosser un petit peu plus. D'accord, Ça prend un c'est petit déjà peu pas de mal. temps. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé super intéressant parce que j'ai fait les exercices, j'ai très bien répondu. Ouais. Et c'est vrai que c'est troublant, tu le disais tout à l'heure, quand il y a le bras qui se rapproche au fur et à mesure du corps. Enfin, bon, il y a des choses un petit peu qu'on vit, on se dit, mais c'est extraordinaire quelque part. Il y a mon corps, j'ai l'impression qu'il bouge tout seul. Bref, tout ça pour dire, l'auto-hypnose, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est ouvert à tout le monde du coup? Alors oui, c'est en fait l'auto-hypnose. Pour prendre quelque chose que les gens peuvent peut-être connaître, c'est une forme de méditation. D'accord. Ou plutôt, on pourrait aussi inverser les choses. Peut-être que la méditation est une forme d'auto-hypnose. En tout cas, c'est voisin, ces choses-là. C'est une technique où on va explorer un petit peu notre psychisme. C'est pour ça qu'on a appelé ça psychonaute. Pour moi, un psychonaute, c'est quelqu'un qui se dit j'ai un monde intérieur incroyable à découvrir et je vais y aller. Au début, quand on se lance dans l'auto-hypnose, on apprend des petites choses toutes simples, sans doute les exercices par lesquels tu as Mhm. commencé pour apprendre à rentrer dans un autre état de conscience, apprendre à avoir des premiers effets, des premières. Voilà, naviguer un peu dans tout ça, les bases. Et puis après, sur cette plateforme, tout est en ligne, on a proposé plein de thèmes différents. Notre ambition, parce que ça fait encore assez peu de temps que cette plateforme est lancée, ça va faire un an là, Un an, dans ouais. quelques semaines, c'est de créer une sorte de Netflix de l'auto-hypnose, c'est-à-dire un endroit où il y a plein de programmes, non pas pour que tout le monde fasse tout, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses pour que quelqu'un fasse tout, mais là par exemple, tu vois, on va commencer dans quelques semaines un programme sur améliorer son sommeil. Donc là, c'est très orienté vers un objectif simple, c'est s'endormir rapidement, récupérer mieux son énergie, se programmer des rêves, des Ça choses comme ça. m'intéresse. C'est vrai, ça sort dans pas longtemps. Mais dedans, il y a des programmes comme par exemple apprendre à faire du rêve lucide, donc des choses qui sont moins utiles, mais c'est génial de faire du rêve lucide, tu contrôles tes rêves, c'est quand même assez extraordinaire. Ou de l'écriture automatique, on a vu des choses sur le travail des émotions, sur travailler aussi sur son passé. Donc il y a des choses qui sont plus travail personnel, il y a des Mhm. choses qui sont plus exploration pure. Et puis des choses qui sont très pragmatiques. On a fait un truc sur trouver sa motivation, améliorer sa motivation, ou le sommeil. Et on a déjà plus de 2000 psychonautes qui suivent ce programme. Donc D'accord. c'est un gros succès. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde intéressé par ça au début.
C'était un projet un peu confidentiel au début. Et oui, j'en suis très heureux parce que pour moi, il y a vraiment une mission dans le fait de transmettre l'auto-hypnose. Déjà parce que je pense que c'est un outil qui est génial, que contrairement à pas mal de formes de méditation, de zen et tout ça, c'est quand même hyper ludique et donc pas mal adapté à notre monde occidental où on a envie que, voilà, pas passer 3 ans avant d'avoir un petit résultat de... Là, très vite, on s'amuse, en fait. Et puis, je pense que ça nous fait découvrir des possibilités. Tu vois, quand on a eu tous les retours, quand il y a des centaines de personnes qui ont commencé à faire l'écriture automatique quand on a lancé ce thème-là, et que les gens partageaient le fait que ça écrivait tout seul et qu'il y a une part inconsciente d'eux qui commençait à faire ça, c'était très émouvant de voir plein de gens qui découvraient qu'ils pouvaient écrire, qu'ils pouvaient laisser leurs rêves se transmettre sur papier. Enfin, voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, qui nous paraissent surnaturelles quand on ne les connaît pas. Quand on les découvre, c'est simple, c'est pragmatique et c'est génial à vivre. Et voilà, c'est un bonheur de transmettre ça. En gros, on a des ressources un petit peu, je veux dire, infinies. On a des Ouais, ressources inexploitées qu'on ne connaît pas, qui sont cachées en nous. Et ça nous permet finalement de les exploiter et de se découvrir. exactement, ouais. Tu vois, tout le travail sur les émotions, par exemple, c'est d'accompagner les gens sur le fait qu'une émotion, c'est génial si on sait ce que c'est. Y compris celles qu'on n'aime pas trop, elles sont Oui. intéressantes en fait. Bah, la colère, c'est beau, en fait. C'est juste que si on la maîtrise pas, elle nous envahit et que c'est gênant. Mm. Mais si on va l'explorer, si on va aller chercher comment elle fonctionne, si on va découvrir de quoi elle est constituée, c'est passionnant, en fait. Enfin voilà, toutes les émotions, toute la palette émotionnelle, je trouve que pour moi, tous les enfants devraient apprendre à connaître leurs émotions. Et comme c'est loin d'être le cas dans notre société, avoir des cours de rattrapage, c'est quand même pas mal. Oui, ça me fait penser à une. Tu t'es passé dans un TEDx, je crois. Ouais, Un oui, il y a quelques TEDx où années, ouais. tu évoquais le fait d'enseigner finalement des cours. Alors, je sais pas si c'était des cours d'hypnose, mais enfin, Je crois que l'idée, c'était à des cours de l'école, cerveau. des cours du cerveau, c'est ça. C'était des Mm. cours du cerveau. Et je trouvais le concept très bon parce que je pense que on apprend beaucoup de choses, la culture générale, pas mal de choses qui peuvent être plus ou moins utiles, mais en fait, on n'apprend pas à être, à vivre et à se découvrir pleinement. Et c'est ça dont on souffre finalement plus tard en tant qu'adulte. Tu vois, mais je pense à ton domaine aussi, dans les relations entre les personnes, dans les relations amoureuses, dans les relations de séduction. On n'a jamais eu de cours de relation. Oui, c'est C'est vrai. comme un truc qui est absurde. C'est une énorme partie de notre vie. Le bonheur d'une personne, ça dépend quand même en bonne partie de ses relations. Pas que les relations amoureuses même, mais je pense dans le travail, dans savoir mettre quelqu'un à l'aise, savoir créer une relation de confiance, savoir aider quelqu'un à mettre des mots sur ce qu'il ressent. On peut éviter quand même beaucoup de conflits, beaucoup de déceptions, beaucoup de malentendus si on met juste quelques règles simples en fait. Et oui, je pense que tu le vois dans les relations amoureuses, les gens qui sont en période de rupture, ils font toutes les erreurs de communication possibles, Oui. mais peut-être juste parce qu'ils sont complètement dépassés par ce qui leur arrive et puis parce que personne ne leur a jamais dit, en fait. Personne ne les a jamais concernés sur la question de comment ça réagit un être humain, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça, comment apprivoiser une émotion, comment apaiser quelque chose. Enfin, c'est essentiel tout ça. Et surtout qu'en fait, les personnes qui viennent me voir ou qui viennent se documenter sur Internet, on va dire en général, pour leurs problèmes amoureux, mais ils viennent justement seulement quand ils ont des problèmes. C'est-à-dire Mmh. qu'on Ah réagit, oui, on n'anticipe pas. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, puisque les ruptures, ça démontre qu'il y a un problème et qu'il faut résoudre ce problème pour pouvoir avancer, se connaître mieux et puis finalement devenir meilleur, une meilleure version de Mmh. nous-mêmes finalement. Si on apprend de chaque relation, Oui, mais si on c'est quand apprend, même pas mal. si on répète pas des schémas. Bon. Ouais. En tout cas, ben, j'ai terminé ma liste de questions. Ok. Kevin, je te remercie vraiment, c'était très intéressant. Si des personnes qui voient cette vidéo veulent te retrouver, est-ce que tu peux donner des informations? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors sur Facebook, depuis peu sur Instagram, et pour ceux qui veulent des informations sur l'hypnose, Mhm. donc il y a l'école Arche et on a une chaîne YouTube. Et on partage beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube, donc des démonstrations de séances d'hypnose. On a parlé un peu de la manière dont ça se passe, mais parfois c'est bien de le voir aussi. Donc tout ça c'est en accès libre évidemment. Et pour ceux qui sont intéressés par comment ça marche, on a pas mal de vidéos aussi avec un regard plus scientifique. On a un centre de recherche en fait à l'Arche Mhm. avec des chercheurs. Et du coup, on propose pas mal de vidéos qui permettent d'expliquer un peu les mécanismes sous-jacents. Donc c'est un peu comme si on allait voir les trucs derrière les tours de magie quelque part. D'accord. C'est la série Hypnologie, c'est ça? On appelle ça hypnologie, ouais, D'accord. qui est une tentative de proposer une matière vraiment à partir de l'hypnose. Et alors il y a des cours qui sont parfois un tout petit peu complexes parce que ça reste de la recherche, puis il y en a qui sont quand même très accessibles aussi. Et voilà, on est dans une époque où on commence à découvrir le cerveau, c'est passionnant, et donc on essaie de mettre beaucoup de contenu à disposition pour informer les gens sur tout ça.
D'accord. Bah, écoute, je te remercie une nouvelle fois. Merci. Je mettrai donc les liens vers la chaîne, le site internet Ouais. et peut-être aussi le programme Psychonaute du coup d'auto-hypnose dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Archipnose. Il y a effectivement ce qu'on appelle les cabinets publics qui sont les démonstrations, Oui, tout à fait. les cours d'hypnologie. C'est vraiment super intéressant, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci Kevin Merci à toi. et à très bientôt.